Bonsoir à tous et merci d'être venus. Donc aujourd'hui, je suis là un petit peu pour vous exposer comment on fabrique une exposition qui a un peu une double difficulté, puisque ce n'est pas une exposition sur Marcel Proust, mais sur la judéité de Marcel Proust. Donc on est dans un sujet qui est doublement abstrait, d'une part avec un thème qui touche à l'identité, et d'autre part, l'autre sujet, c'est la littérature. Donc ça, c'est vraiment un petit casse-tête pour le commissaire d'exposition de pouvoir mettre en image des sujets aussi complexes et aussi abstraits. Donc pour construire le parcours qui comprend 9 sections, en fait, je me suis appuyée sur une analyse qui prend le sujet à plusieurs niveaux, sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a le sens littéral. Qu'est-ce que la judéité pour Proust? Sur quoi on s'appuie? Donc c'est vraiment les faits, une enquête qui nous mène à retrouver des archives, des témoignages, des lettres. Où Proust est exprimé très directement sur sa judéité, mais malheureusement ces documents sont très rares. Ensuite, il y a le sens allusif qui est plutôt à lire, à deviner, à travers donc les écrits, cette manière dont cette judéité va apparaître. Et j'aime bien comparer l'exposition à une sorte de rivière qui serait nourrie d'alluvions. Donc dans ces sens plus allusifs, c'est aussi l'entrecroisement de ces éléments qui ne sont pas visibles au premier degré. Et ensuite, le sens interprétatif, alors là, qui nous laisse, au contraire, qui nous ouvre beaucoup de portes et qui nous permet, par des analogies, d'associer donc la judéité de Proust à un certain nombre d'images tout au long de l'exposition. Et le quatrième sens, c'est le sens caché. Donc moi, personnellement, c'est celui qui m'intéressait le plus, sur lequel d'ailleurs j'ai aussi pas mal travaillé en tant que révélation de quelque chose que Marcel Proust a toujours voulu, au fond, assez secret. Sa judéité est de l'ordre de l'intime. Donc on va voir comment cette transmission d'une culture ashkénaze lui est venue de sa famille maternelle, non pas comme des leçons assénées ou comme des obligations de pratique qui n'étaient pas observantes, cette famille n'était pas observante, mais plutôt comme une forme de culture qui passe par l'amour des grands-parents et l'amour de la mère. Donc encore une fois, cette notion est totalement invisible. Il s'agit plutôt d'un courant qui traverse la vie de Marcel Proust et qu'il voudra toujours tenir et garder secret. Alors, on va essayer d'avancer. Voilà, donc dans cette introduction de l'exposition et de sa construction, j'ai intercalé quelques diapositives déjà de l'exposition installée pour vous montrer aussi l'importance de l'accompagnement pédagogique des textes pour expliquer ces 9 sections d'une chronologie et vous introduire donc dans cette première salle qui est un petit peu emblématique de la construction de ce sujet que j'ai voulu sous forme de tension. Donc on a une tension entre l'univers imaginaire de l'écrivain, on est accueilli par un très grand tableau de Gervex en rentrant dans l'exposition. Et ce tableau représente un restaurant du Bois de Boulogne qui s'appelle le Pré-Catelan, qui était un établissement construit au tournant du siècle, sur le modèle un petit peu des folies du XVIIIe siècle. Donc un restaurant fréquenté par l'aristocratie du boulevard Saint-Germain, mais aussi par d'autres personnalités que l'on peut reconnaître dans les personnages représentés dans cette fiction peinte et qui ont servi également à Marcel Proust de modèle pour certains de ses personnages, des personnages de son roman. Donc on peut voir le comte et la comtesse de Créfeuille tout au fond de la composition qui s'apprête à monter dans leur voiture, qui étaient les modèles des Guermantes. Également Anna Gould, qui était une riche héritière américaine. Liane de Pougy, à l'intérieur de la salle, qui a servi de modèle à Odette de Crécy. Donc ce grand tableau se présente aussi comme une sorte d'aquarium dans lequel nous
spectateurs, on observe à distance et dans la nuit, hein, il s'agit d'un dîner, ces convives, comme Proust va le rapporter à propos du restaurant de Balbec, où les pauvres gens de Balbec vont observer les dîneurs du Grand Hôtel dans la salle à manger illuminée donnant sur la plage, et ils les observent comme des bêtes curieuses. Enfin, il y a aussi cette comparaison avec un aquarium. Donc face à ce monde imaginaire et allusif qui nous fait rentrer dans la fiction de Proust, ou plutôt un tout petit peu plus loin en regard et en tension, on a construit avec la complicité de nos très talentueux scénographes de l'exposition un grand arbre généalogique. Donc ça, cet arbre est le fruit des recherches d'Antoine Compagnon, donc comme l'a précisé Paul Salmona, qui nous montre visuellement ce qu'était cette famille Veil, une très grande famille, puisque le patriarche Barour Veil, que vous voyez tout en haut de l'arbre généalogique, s'est marié 2 fois. Il a eu 7 enfants avec sa première femme et 6 enfants avec la seconde. Et heureux hasard, la branche d'où est issu Marcel Proust et son frère Robert se trouve vraiment au centre de cet arbre généalogique. Donc on a mis en blanc, la descendance directe de Barour Veil. Ensuite, donc, Nathé Veil, qui est le grand-père de Marcel Proust, était le fils aîné du second mariage. Donc on se retrouve ici dans un arbre illustré. Alors on n'a aucun portrait de Barour Veil, qui est considéré vraiment comme le patriarche, hein, le fondateur de cette grande dynastie, lui-même ayant hérité d'un magasin, d'une fabrique de porcelaine qui lui a permis de faire fortune. Et c'était également une personnalité qui a été très influente pour la communauté juive, puisqu'il a été président du consistoire, du premier consistoire de Paris. Donc on est à l'époque de l'émancipation des Juifs, où ces familles, la famille Veil étant tout à fait aussi emblématique d'une famille juive moderne, ayant à la fois des responsabilités au niveau de la communauté, tant pour la philanthropie que pour l'éducation, et aussi d'autres actes liés à la vie religieuse juive, puisque Barour Veil était le Moël, c'est-à-dire le circonciseur de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. Il circoncisait tous les enfants mâles de Paris, juifs mâles de Paris. Donc il a été, et c'est lui qui a avancé l'argent pour la construction de cette première synagogue. Alors voilà un petit peu des exemples de céramique produite par la fabrique de Barour Veil. Donc il fabriquait à la fois des porcelaines blanches, très réputées pour leur couleur un peu bleutée, et également des porcelaines décorées qui, elles, étaient plutôt achetées par l'aristocratie, et il l'a diffusée dans un passage de l'avenue de l'Opéra, très à la mode, construit en 1822. Donc là, on est au début du 19e siècle, vraiment dans cette période d'émancipation des familles, enfin des Juifs en France. Donc Barour Veil est absent en tant que visage, on ne sait pas à quoi il ressemblait, mais il est présent à travers des documents, à travers des archives. Donc ici, on est vraiment dans le sens littéral de cette judéité de la famille Veil. Et voici la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, le temple israélite, pour lequel Barour Veil a avancé les fonds. Donc, première synagogue consistoriale de rite ashkénaze construite à Paris. Dans cette famille, il y avait un certain nombre de personnalités. On va passer rapidement, mais je ne pouvais pas ne pas parler d'Adolphe Crémieux, qui est lui plutôt apparenté à la femme de Nathé Veil, donc du fils aîné du second mariage de Barour Veil, et qui a été ministre de la Justice, qui a eu beaucoup de responsabilités, et il est surtout connu pour son décret qui donnait la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Il était franc-maçon. Donc vous voyez, c'est une famille où
on fait fortune, on est complètement intégré dans la société française contemporaine et où on développe aussi des idées saint-simoniennes. Et également, il y a plusieurs membres de la famille qui sont francs-maçons, dont le grand-père de Marcel Proust. Donc voici la construction finale de cet arbre généalogique en forme de cercle et qui se finit, qui s'achève sur un portrait de Jeanne Weil, puisqu'on va s'intéresser justement à la transmission de cette culture via la grand-mère et la mère de Marcel Proust, donc Jeanne Weil, qui a voilà, les grands-parents. Donc c'est les premières photographies de la famille, enfin les plus anciennes de la famille Weil. Donc Nathalie Weil et Adèle Berncastel, qu'on va retrouver immortalisés à travers les personnages de la recherche du temps perdu. Et Jeanne Weil, à l'âge de 30 ans, voilà, peinte par Anaïs de Beauvais, au sommet de sa beauté, avec ses bijoux et voilà, ce costume assez sophistiqué. Et Jeanne Weil entourée de ses deux fils. Donc Jeanne Weil a une relation fusionnelle avec Marcel. Elle le protège parce que c'est un enfant qui très, très rapidement tombe malade et elle le protège, mais aussi elle le pousse à travailler. Donc Jeanne Weil est à l'origine... Ah oui, peut-être avant de parler de l'origine de la vocation littéraire de Marcel Proust, il y a ce document très important, puisque là on est vraiment dans l'archéologie de la judéité de Marcel Proust. Donc cette lettre écrite en 1908 à son ami Daniel Halévy. Lorsque Daniel Halévy perd son père, Marcel Proust lui écrit une grande lettre sur son propre grand-père, où il lui parle donc de Nathalie Weil, en disant que c'était un fan d'opérette, qu'il adorait La Belle Hélène, qu'il avait assisté à toutes les reprises de cette opérette d'Offenbach, à toutes les représentations de cette opérette d'Offenbach. Et en même temps, c'était le grand-père qui l'amenait, qui l'accompagnait au cimetière pour aller poser un petit caillou sur le tombeau du patriarche, Baruch Weil, donc qui est enterré au Père-Lachaise. Et dans son tombeau, on compte 12 autres membres de la famille Weil, dont Nathé, donc le grand-père, qui, étant franc-maçon, s'est fait aussi incinérer. Donc c'est pour montrer cette grande liberté de pensée de cette famille qui n'était pas du tout observante, mais qui savait en même temps transmettre certaines traditions et certaines valeurs du judaïsme. Donc revenons à Jeanne Weil, à l'origine de la vocation littéraire de son fils. Donc Jeanne Weil, de même que sa mère Adèle Berncastel-Weil, était très éprise de littérature, férue de littérature, et Jeanne Weil écrivait beaucoup, elle écrivait des lettres, donc on a des petits corners comme ça, on a un petit corner sentimental aussi avec les mèches de cheveux de Marcel Proust, pour montrer cet amour maternel qui passe voilà, par des objets symboliques, mais aussi pour l'écriture, l'écritoire de Jeanne Weil, donc un très bel écritoire laqué, et son cahier où elle recopiait des extraits de lettres et de citations. Donc ici, on a ouvert ce cahier sur une lettre de Marcel Proust où il évoque sa grand-mère marchant avec lui sur la plage et luttant, tous les deux enlacés, luttant contre le vent au cours de leur promenade. Donc voilà, quelques photos aussi de l'accrochage, parce qu'une exposition, c'est aussi toute une organisation matérielle où chaque œuvre prêtée, chaque objet, chaque archive est l'objet de soins particuliers, de constats, d'état, voilà, de précautions, de présentation et aussi de composition. Donc tout est calculé. Donc voilà, ça c'est une photo du chantier. Et pour revenir aussi à la littérature, donc la présentation de ce tableau permet d'évoquer la méthode d'écriture de Marcel Proust. Donc cette méthode d'écriture est une méthode d'observateur à distance du monde. On l'a déjà vu dans le grand tableau de Gervex avec ses dîneurs éclairés par les lumières du restaurant.
Nous avons un peu la même scène qui se répète, mais dans un salon bourgeois, probablement du Faubourg Saint-Germain. Donc, scène nocturne avec une focalisation sur ce salon où se trouvent des personnages tous très élégants, donc qui évoquent ce monde dans lequel Marcel Proust ambitionnait de rentrer. Donc, c'est ce qu'il a appelé ensuite le temps perdu, c'est-à-dire toute cette époque passée dans la frivolité de cette vie mondaine et du temps perdu pour écrire son œuvre, mais certainement pas complètement perdu, puisque c'est dans cette observation qu'il va puiser le terreau de ses sujets et aussi tout ce qu'il va développer autour des personnages. Donc en discutant avec la conservatrice du musée de Caen qui est venue apporter cette œuvre ici, hommage, elle a avoué que personne n'avait encore fait de recherche sur les personnages représentés dans ce tableau de Prinet, mais qu'au fond, c'était une occasion d'essayer d'identifier toutes ces personnalités. Donc Marcel Proust va fréquenter un lycée parisien, le lycée Condorcet, qui est réputé pour accueillir beaucoup d'enfants de familles juives modernes qui veulent donner une éducation républicaine à leurs enfants. Et il y rencontre des amis juifs qui resteront des amis de toujours. Donc ici, on a en particulier Daniel Halévy, à qui il va écrire donc, cette très jolie lettre sur le cimetière et la pose du petit caillou sur la tombe de son ancêtre. Robert Dreyfus, qui va écrire de très jolis souvenirs sur Marcel Proust. Fernand Craig, et également Fernand Craig, donc, qui est aussi un dramaturge, un écrivain. Donc avec ses camarades du lycée, Marcel Proust va participer à des revues littéraires en fournissant ses premiers textes qui formeront le volume de sa première publication en 1896, Les plaisirs et les jours. Donc tous ces jeunes vont se retrouver après la disparition de la revue Le Banquet qui a accueilli donc ses premiers textes auprès des frères Natanson qui eux sont les créateurs d'une revue très fameuse, la Revue Blanche, revue très engagée, très à gauche, libertaire, dreyfusarde, et dans lesquels donc Marcel Proust va continuer ses publications, mais va aussi faire des rencontres intéressantes, puisque dans cette revue, c'est Léon Blum qui tient la chronique littéraire et qui va faire la première critique du livre de Marcel Proust, et Debussy, la chronique musicale, enfin Mallarmé fait aussi partie du comité de rédaction. Vous voyez, toutes ces personnalités d'avant-garde et qui vont également favoriser l'émergence d'un nouvel art, d'une nouvelle peinture autour d'artistes comme Bonnard, Vuillard et Toulouse-Lautrec. Donc ici, vous avez une affiche de Toulouse-Lautrec représentant Missia, la première femme de Thaddée Natanson, qui incarne ici la Revue Blanche elle-même, sous l'aspect d'une Parisienne extrêmement sophistiquée. Donc la Revue Blanche, ce n'est pas une revue masculine, c'est aussi une revue qui incarne les nouvelles valeurs de la société, c'est-à-dire les interrogations de cette époque sur la place des femmes et leur émancipation. Donc vous voyez des sujets qui sont tout à fait nouveaux. Nous avons également dans l'exposition ce magnifique tableau de Vuillard montrant l'intérieur du salon des Natanson, qui était une sorte de foyer pour tous ces artistes, pour toutes ces personnalités. Et ce qui est frappant, c'est le contraste entre la modernité de cette revue blanche, donc avec ce graphisme qui ressort sur un fond, sur une non-couleur, et puis la surabondance de ce décor surchargé, de papillonnant de couleurs, et faisant penser déjà un petit peu à l'écriture future de Marcel Proust, qui est dans cette accumulation, dans cette addition d'idées, de phrases, de mots, jusqu'à saturation, jusqu'à presque l'impression de labyrinthe. Donc Vuillard et Marcel Proust vont se rencontrer, on en parlera un petit peu plus tard. La découverte de Ruskin par Proust en 1897 à travers un livre de Robert de la Suzeraine intitulé Ruskin, la religion de l'esthétique, va être absolument fondamentale dans le déclenchement d'une vocation d'écrivain un petit peu plus affirmée que les premiers textes qu'il fait paraître.
Et comme ces textes ne sont pas traduits, il s'agit d'un écrivain anglais, et les textes ne sont pas traduits. Marcel Proust veut se lancer dans cette traduction, mais il parle mal anglais. Et Jeanne Proust parle très bien anglais. Donc elle est ravie de pouvoir encourager son fils dans cette vocation de traducteur, puisqu'elle le trouvait très oisif. Donc Marcel Proust, malade, va sécher les cours, va plutôt se conduire en dilettante dans la vie. Et tout d'un coup, cette affirmation d'une vocation nouvelle autour de la littérature sera très encouragée par Jeanne Proust, qui va traduire pour lui les textes dans ses petits cahiers avec son écriture très régulière. Elle fait ce travail le jour et Marcel Proust déjà travaille la nuit. Il va réintervenir pour changer des expressions. Donc ce qui est très joli dans ces cahiers, c'est qu'on voit l'écriture entremêlée de la mère et du fils, puisque notre sujet, c'est du côté de la mère. Au début de l'année 1900, Ruskin meurt et c'est l'année où Marcel Proust et sa mère vont entreprendre un voyage à Venise sur les traces de Ruskin, qui a écrit un livre sur les pierres de Venise. Et ce séjour à Venise est important. Marcel y retrouve son amant, Reynaldo Hahn, qui va composer aussi des sérénades vénitiennes. Donc, dans l'exposition, on entend la voix de Reynaldo Hahn, enregistrée en 1919, et qui nous permet aussi d'imaginer ces relations et cette amitié aussi de Reynaldo avec la famille de Proust. Il était tout à fait intégré dans la famille, lui-même étant d'une famille d'un père juif et d'une mère catholique vénézuélienne. Donc on a aussi cette notion de judéité qui passe dans ses amitiés, à travers ses amitiés. Et personnellement, moi, j'adore ce tableau qui vient d'une collection particulière qui illumine complètement cet l'espace de l'exposition dans lequel il est accroché et où on voit l'eau, cette eau un petit peu verte, bleue, avec des reflets roses, qui pénètre par capillarité sur les murs, dans les murs des vieux palais et des vieux édifices. Donc, à Venise, sur les traces de Ruskin, Proust va plutôt s'intéresser à des petits canaux, des palais délabrés. Bon, il voit évidemment les lieux touristiques, mais comme Whistler, il va plutôt regarder la Venise populaire, et cette Venise beaucoup plus vivante et un petit peu décrépite, telle que Whistler les a rendues. Donc Whistler, avec Monet, on a vu le tableau de Venise, un tableau de Monet, et avec un troisième peintre, Helleu, sont les trois modèles, modèle, c'est un terme à prendre aussi avec beaucoup de précaution, du peintre de la recherche de temps perdu qui s'appelle Elstir. Donc on réunit ici, par des liens de connaissances qui sont quand même invisibles, plusieurs artistes que Marcel Proust lui-même réunissait dans sa culture et dans sa conception des personnages. Et en 1905, au moment où se tient à Paris une importante rétrospective Whistler, Proust va conseiller à sa mère d'aller voir justement les petites scènes gravées qui sont absolument splendides de Whistler représentant une Venise plus inconnue. Ça, c'est la partition des chansons de Reynaldo Hahn. Et dans cette section de l'exposition qui s'appelle le laboratoire de l'écriture, on a réalisé pour la première fois, ici, hommage, un parallèle entre des livres juifs comme la Torah, dont nous présentons de très belles transcriptions du XIIe siècle par Alfassi, également une édition très très ancienne avec des commentaires qui en serrent le texte principal pour faire un parallèle avec la manière d'écrire de Proust. Donc vous avez ici ce qu'on appelle des placards, c'est-à-dire la dernière étape, au fond, avant l'impression d'un livre, où normalement l'auteur, va juste corriger quelques virgules, quelques points. Et vous voyez ici Marcel Proust, qui lui ne s'en tient pas du tout à une correction minimaliste, mais qui au contraire va utiliser toutes les marges pour à nouveau faire des additions, développer ses pensées, et quand l'espace ne suffit pas, coller ces fameux petits bouts de papier que sa gouvernante céleste va appeler des paperoles, et qui vont permettre des développements sans limite d'espace des chapitres et des phrases de son livre. Vous avez ici donc cette très belle transcription avec les commentaires
qui composent des formes géométriques décoratives autour du texte principal, donc qui enserrent ce texte. Donc ça veut dire aussi, enfin, ce rapprochement signifie l'importance des mots, de l'imbrication des mots et de cette création en continu par ces additions et par cette vision aussi d'un monde qui se crée par les mots. Donc là, on est également dans une allusion à une certaine forme de pensée, une pensée un petit peu mystique aussi de la création du monde à travers les mots. Et Marcel Proust connaît bien les livres juifs et il va parler de la Bible hébraïque en disant que de tous les livres, c'est celui qu'il préfère, tous les livres saints, c'est celui qu'il préfère. Et il parle également du Zohar. Donc cette allusion au Zohar, on la trouve dans un cahier, le cahier numéro 5, où il va justement parler. Donc je vous ai mis la transcription ici de ce petit paragraphe sur le Zohar, ici le Zohar, où il dit qu'en gros les choses ne sont pas des mots, que les mots sont des pensées. Donc on est aussi dans cette vision à la fois mystique et ésotérique du monde, cette conception tout à fait particulière. Donc c'est un Marcel Proust beaucoup moins connu qui apparaît ici. Et cette conception par les mots, c'est exactement, et par la pensée, c'est aussi ce qu'il va dire de sa méthode d'écriture avec la mémoire involontaire, avec ce qui peut surgir de ces pensées comme création. Donc on a la chance d'avoir un prêt aussi exceptionnel d'un ouvrage patrimonial, donc le Zohar de Mantoue, en 3 volumes. Et en ouvrant ces volumes, on a découvert avec Dorota Snizel, donc qui est le chef de projet de l'exposition, des petites paperoles aussi, donc on est au XVIe siècle, qui sont collées dans les marges du Zohar de Mantoue. Et également quelques petits commentaires en marge. Donc on est dans une démarche analogique. La 3e section de l'exposition est un petit peu moins intellectuelle. Elle nous permet juste d'évoquer, mais dans la continuité quand même de cette idée des mots comme création des pensées et création du monde, d'évoquer les mondes de Marcel Proust et son amour des mots et des noms de villes, des noms de villages qu'il va égrener dans la recherche et pour lesquels d'ailleurs il va faire un petit peu de transmutation de lettres, un petit peu comme dans la tradition de Tsérouf, pour trouver des nouveaux sens, pour partir vers ses pensées et développer donc son imaginaire. À travers des tableaux donc, de Caillebotte, comme ici, on va évoquer le monde parisien et aussi l'attitude de l'écrivain derrière ses fenêtres, derrière cette grille de balcon haussmannien, observant le monde. Donc on pense à Marcel Proust enfermé dans sa chambre tapissée de liège qui retranscrit le monde tel qu'il peut l'observer ou a pu l'observer au moment du temps perdu et peut-être encore comme un spectacle vécu mais à distance. La plus grande partie de cette section de l'exposition est quand même consacrée aux villégiatures de la côte normande, villégiatures donc, qui permettent pendant l'été aux familles de passer 2 mois au bord de la mer, ou enfin plusieurs mois, plusieurs semaines au bord de la mer, et de recomposer les sociabilités parisiennes. Ici, nous avons une photographie représentant Geneviève Strauss, qui était la mère, pardon pour le lapsus, la mère de Jacques Bizet, un camarade du lycée de Condorcet de Marcel Proust, et que Marcel Proust admirait beaucoup. Et c'est dans son salon qu'il va voir aussi la révélation de l'innocence de Dreyfus. Donc vous voyez Marcel Proust à gauche, dans cette cour du manoir de la Cour Brûlée à Trouville, louée par Geneviève Strauss pendant l'été, et dans laquelle elle recevait beaucoup d'intellectuels dreyfusards. D'autres tableaux nous permettent d'évoquer les grands hôtels. Grand hôtel ici des Roches Noires, qui existe toujours à Trouville, mais qui est devenu un bâtiment un petit peu triste. Et ici, vous le voyez, pavoisé et
très pimpant, construit sur le modèle des grands palaces parisiens, donc qui accueillait les aristocrates et qui a accueilli aussi des grands bourgeois venus au bord de la mer, et également la mère de Proust et Marcel Proust. Voilà une vue de cette salle avec les tableaux de Helleu à gauche. Donc Helleu, le troisième peintre modèle d'Elstir, que Marcel Proust a rencontré en 1903. Et 1909, pardon, un petit peu plus tard, donc qui est un peintre impressionniste un petit peu attardé et surnommé le Watteau à vapeur parce qu'il était justement il est resté au stade de la restitution d'impression. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir une lectrice sur la plage et l'évocation donc de ces villégiatures permettent à la fois de montrer la vogue des bains de mer, mais aussi les sociabilités et les loisirs de toute cette petite société qui se retrouvait voilà, en villégiature. Donc ici, on est à un niveau plutôt analogique par rapport aux personnages de Proust, puisqu'aucun d'entre eux ne représente littéralement ces personnages. Cette très belle photo de Vuillard montre les sociabilités juives de Vuillard et l'importance de ces familles. Ici, vous avez les deux sœurs, Mathilde et Suzanne Adler, qui avaient épousé les deux frères Bernheim. Donc, les frères Bernheim, c'est les marchands de tableaux qui ont défendu la modernité en art, une nouvelle génération, avec Bonnard, Vuillard et puis plus tard Matisse, et qui se retrouvaient donc dans ce château qui s'appelait le Château Rouge, qui était construit en briques, à l'invitation de Lucie Hessel, qui était la maîtresse de Vuillard. Marcel Proust rencontre Vuillard en 1903, il va visiter son atelier d'Amfreville, donc on peut vraiment faire des analogies entre le monde de Vuillard, ce monde de l'intimité, de la représentation, donc de ces familles voilà, qui se regroupent pendant l'été, et de la composition de ces tableaux comme une sorte de journal intime qui présente pas mal d'analogies avec l'évocation des récits des jeunes filles en fleurs. Comme ici, Annette, donc Annette était la nièce de Vuillard, sur la plage de Villerville, qui évoque donc une de ces jeunes filles, peut-être Albertine. Donc il s'agit d'un grand tableau venu d'une collection particulière, qu'on a la chance aussi d'avoir des œuvres complètement inédites dans cette exposition. Et on traverse la chronologie pour aller jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Van Dongen, qui a été un illustrateur de la recherche du temps perdu. Donc, à la suite d'une commande passée par Gallimard, Van Dongen illustre en 1947 les tomes de la recherche du temps perdu. Et on a recherché pendant assez longtemps les aquarelles originales qui ont servi pour illustrer ce livre, et on ne les trouvait pas jusqu'à temps qu'il y ait une vente à New York. Une vente ait lieu à New York, où ces aquarelles deux de ces aquarelles faisaient l'objet d'enchères, et le collectionneur, qui a également acheté une peinture inspirée de ces jeunes filles en fleurs, du tome de Marcel Proust, a accepté de nous prêter donc ces œuvres, qui sont restées pendant très longtemps dans des collections particulières. À l'étage de la mezzanine se trouve un thème très important pour la révélation en même temps, et pour bien comprendre aussi la judéité de Proust. Donc c'est le thème d'Esther. Donc le thème d'Esther, Esther est un nom qui vient d'un mot hébreu, léastir, d'un verbe hébreu qui veut dire caché. Donc l'histoire d'Esther, qui est lue à l'occasion de la fête de Pourim, c'est aussi l'histoire d'une identité cachée et révélée à la suite de multiples épisodes. C'est également à travers tout ce déroulé narratif permettant de déjouer une conspiration visant à exterminer les Juifs du royaume de Suse, l'occasion d'évoquer le renversement des situations sociales. Donc tous ces thèmes se retrouvent chez Marcel Proust dans le développement de son roman.
Et vous avez ici devant les yeux un tableau qui a appartenu à sa famille. Donc pendant toute son enfance et son adolescence, tout le temps pendant lequel Marcel Proust va vivre avec ses parents, il a ce tableau sous les yeux. Donc c'est un tableau de Francken II, un peintre flamand qui représente une Esther flamande, blonde, avec Assuérus, on voit également Aman, et tous les personnages sont là, Mardochée également. Et ce qui est très intéressant, c'est la construction complètement cinétique de cette composition, avec dans des arches et dans des niches architecturales, des petites scènes qui se déroulent comme des scènes de théâtre, du plan médian du tableau jusqu'au bout, avec la pendaison d'Aman. Donc c'est un sujet, ce récit qui se déroule de cette manière donc assez cinétique dans le tableau de Francken reprend aussi l'idée du rouleau, donc de la Megillah d'Esther, et avec aussi voilà cette présentation dans l'espace. Donc on a ici cette grande Megillat qui appartient au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est très belle, qui est ornée et qui présente aussi sous la forme de scénettes retranscrites dans des arches architecturales différents épisodes. Voilà, donc le parallèle est assez facile. Ici, on est dans l'histoire biblique. Après, on revient à Marcel Proust, on revient plutôt à Jeanne Proust, puisque Jeanne Proust a dit qu'Esther de Racine était son ouvrage littéraire préféré. Donc elle connaissait très bien cette pièce voilà, du XVIIe siècle, et on a dans l'exposition l'édition originale de cet ouvrage, avec là encore, en remarque marginale, l'écriture de Racine, reprenant son texte et donnant des indications pour la scénographie. Donc cette pièce de théâtre va être reprise en 1905 par Sarah Bernard. Et Reynald Ohain va composer de la musique pour cette pièce. Donc Sarah Bernard reprend la pièce à la manière des filles de Saint-Cyr, c'est-à-dire que ce sont que des femmes qui jouent, comme les jeunes filles de Saint-Cyr, les rôles masculins. Et elle-même joue Assuérus. Donc on est également ici dans l'idée d'inversion des genres et dans l'évocation aussi d'une forme du carnaval qui permet les déguisements et qui permet aussi ces renversements, ces inversions. Donc dans cette section de l'exposition, on part de la représentation de Racine, de celle de 1905, avec une petite représentation privée donnée chez Marcel Proust avec Reynald Ohain au piano, pardon. Et Madame Proust qui chante, qui accompagne ce piano en chantant timidement des airs voilà, de la tragédie. Et à ce moment-là, Marcel Proust rapporte dans un de ses récits qu'il regarde, qu'il observe le visage de sa mère et en particulier les beaux traits de son visage juif. Donc c'est une allusion à Jeanne Esther, qui est complètement différente de la Jeanne de Francken, puisque voilà, on passe de la brune à la blonde, de la blonde à la brune plutôt. Et également, Proust va développer ce thème d'Esther à travers des tapisseries dans son récit, en faisant une allusion aux grandes tapisseries composées d'après des cartons de Jean-François de Troyes, qui sont voilà, des très grandes compositions, où il voit dans la reine Esther les traits d'une dame de Guermantes et dans le Assuérus les traits d'un roi de France. Donc ces personnages, ces personnalités pour Marcel Proust avec des valeurs ambivalentes et sont assez significatives de sa conscience aussi de sa judéité. Donc on va d'Esther au Purimspiel, donc ces fameux petits théâtres de marionnettes qui permettaient de rejouer des scènes d'Esther, et puis qui est à l'origine aussi du théâtre juif. Donc, et ici, on a des petites poupées composées à partir de chutes de tissus et de matériaux très pauvres, faits par l'artiste contemporain, donc Michel Nedjar. Autre photo du chantier de l'exposition avec la pose de citation, parce que, comme je vous disais au début de la conférence, c'est difficile d'évoquer la littérature, donc on l'évoque
dans l'exposition à travers un certain nombre de citations. Donc ici, vous avez notre graphiste poseur de ces textes dans l'exposition, textes qui accompagnent, donc qui permettent de saisir le sens caché parfois de la présence de ces objets, de ces livres, de ces œuvres réunies à l'occasion de l'exposition. À dernier étage, à l'étage inférieur de l'exposition, on développe un sujet autour de l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus est un sujet d'histoire central de la recherche. On la trouve citée plus de 250 fois. C'est vraiment un pivot autour duquel se déroule le temps. Parce qu'en fonction de ces événements, la position des Juifs dans la société française va complètement changer. Donc les Juifs qui avaient connu une certaine prospérité, on l'a vu aussi avec la famine Veil, dans ce développement, au moment où la France subit est violemment antisémite, les Juifs vont connaître une position beaucoup moins importante. Et à ce moment-là, donc, Marcel Proust va parler de recomposition du kaléidoscope social, c'est-à-dire que les personnalités en haut vont passer en bas. Et au moment où éclate l'affaire Dreyfus, Marcel Proust ne va pas prendre conscience de sa judéité, puisqu'il en est conscient depuis très longtemps. Il a tous ses rapports, il a déjà parlé beaucoup de sa culture, qui apparaît aussi dans ses écrits, mais c'est le moment de l'engagement. Donc, dès que le lendemain de la parution de J'accuse de Zola, il va signer avec son frère une pétition demandant la révision du procès de Dreyfus. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est dans le salon aussi de Geneviève Strauss qu'il va avoir la révélation grâce à une conférence ou à des échanges avec Joseph Reynac, donc, qui est un avocat et qui va consacrer plus tard une grande histoire, plusieurs volumes à l'histoire de l'affaire Dreyfus. Il va s'engager contre son père. Le père de Marcel Proust et de Robert Proust, Adrien Proust, professeur de médecine, lui est anti-Dreyfusard. Donc il va y avoir de grandes fâcheries dans la famille et le père et le fils ne vont pas se parler pendant une semaine. Mais la vérité sortira du puits, ou plutôt, comme dit Zola, à qui a appartenu ce tableau de Debat-Ponsan, donc conçu en pleine affaire, en plein procès Zola. Après J'accuse, donc il y a un procès, Zola subit un procès, auquel d'ailleurs assiste Marcel Proust, il va en rendre compte dans son livre Jean Santeuil. Donc, au moment du procès de Zola, Debat-Ponsan va composer ce tableau avec cette vérité un petit peu entravée quand même dans sa sortie du puits par un membre du clergé, par un prélat et par une personnalité de l'armée, quoi, un soldat. Mais la vérité est en marche, écrira Zola. Il y a une souscription, le tableau est offert à Zola, et en remerciement, Zola écrit « La vérité est en marche, rien ne peut l'arrêter ». Et pour bien insister sur ce sujet, notre éclairagiste a trouvé le moyen de mettre un délicat filet de lumière sur le miroir, ce qui rend encore cette présence encore plus vivante et aussi qui permet donc ce jaillissement de la vérité. Donc le procès de Zola, puis le procès en révision de Dreyfus l'année suivante sont évoqués à travers une très belle série de dessins acquises par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme il y a 1 an ou 2, et qui est réalisée donc par Maurice Feuillet, un journaliste chroniqueur qui assiste à ce procès et qui va qui va réaliser beaucoup de portraits pour un journal britannique, Black and White, et qui nous permet donc d'avoir ces croquis d'audience très très vivants et d'évoquer donc ces événements pour le procès Zola, donc auquel a assisté Marcel Proust, et pour Dreyfus, nous permet donc d'évoquer également le rapport de Marcel Proust avec Joseph Reynac, puisque à ce moment-là, en 99, tous les deux vont échanger une abondante correspondance,
Marcel Proust demandant tout le temps des nouvelles du procès qui a lieu à Rennes, donc il n'a pas pu se déplacer pour le suivre. On a aussi quelques dessins d'Hermann Paul, donc un dessinateur très engagé qui fait partie aussi du cercle de la Revue Blanche, donc qui était aussi proche de ces artistes engagés. Qui donne une vision beaucoup plus politisée de l'affaire Dreyfus, puisque Dreyfus a été mis au fer après une rumeur d'évasion qui était complètement fausse. On a construit il est isolé à l'île du Diable, donc on a construit des palissades pour l'isoler, et la nuit, on le met au fer. Vous voyez cette caricature à gauche, également un défilé antisémite dans Paris avec le panneau mort aux Juifs et le ministère Brisson. Donc Brisson va être obligé de démissionner. Lui, il était plutôt Dreyfusard, mais devant cette pression de la foule, cette pression antisémite, il est obligé de démissionner. Un des sujets important aussi de cette exposition, c'est comment représenter les personnages juifs de la recherche du temps perdu. Donc Marcel Proust a, à travers un certain nombre de personnages, et tous deux en particulier, Albert Bloch et Charles Swann, a représenté plusieurs facettes de la judéité. Donc autant Charles Swann va incarner un juif très bien intégré dans la société française, voire assimilé, qui est reçu dans les cercles importants, comme ici le cercle de la rue Royale. Et vous avez sous les yeux ce chef-d'œuvre de James Tissot, exceptionnellement prêté par le musée d'Orsay, représentant l'hôtel de Coislin, la terrasse de cet hôtel, où se tiennent donc des membres de ce cercle très réputé. Et tout à droite, vous voyez, un petit peu en marge, Charles Haas, qui a été l'un des modèles de Charles Swann. L'arrivée du tableau. Donc là, on repart dans la matérialité. Donc une photo du chantier avec l'arrivée de ce tableau immense. Si vous avez déjà vu l'exposition, vous avez pu le constater. Sinon, vous le découvrirez. Donc c'est aussi un petit exploit d'avoir fait rentrer ce grand tableau dans l'exposition. Et un autre modèle également de Charles Swann est Charles Efrussi. Autre personnalité du monde des arts, puisqu'il était le directeur de la Gazette des Beaux-Arts, donc une revue consacrée à l'analyse, à des analyses très savantes sur l'archéologie et les artistes aussi bien anciens que contemporain. Et Charles Haas était mécène, il commandait des œuvres à des artistes comme Renoir, mais également Manet. Donc il y a une célèbre anecdote où il a commandé à Manet une botte d'asperges qu'il avait commandé pour 800 francs. Il est tellement content de son tableau qu'il donne 1000 francs à Manet. Et Manet lui répond d'une manière très élégante, en lui offrant un tableau en retour avec une asperge unique, en disant « il en manquait une à votre botte ». Alors c'est une très jolie histoire, et c'est aussi une histoire qui nous ramène à Marcel Proust, à certaines images, certaines descriptions de la recherche avec des asperges où il décrit Françoise, donc la bonne du narrateur, et de la famille en train de plumer les asperges, c'est-à-dire de retirer la peau, avec ce terme très très élégant, et aussi avec des descriptions absolument magnifiques de la pointe d'asperge dans des bleus violacés. Et heureux hasard aussi des juxtapositions entre le portrait de Charles Efrussi et cette asperge de Manet, des correspondances de couleurs, donc avec le fond qui est un fond bleuté, un petit peu émeraude. Alors, un autre moyen qui est de donner chair à ces personnages et surtout aussi de faire entendre la parole de Marcel Proust, à la fois prenant la parole des personnages juifs de Marcel Proust, mais aussi de leur vision par d'autres personnalités de sa recherche, c'est le cinéma. Donc on a quelques extraits centrés sur les personnages juifs, et d'ailleurs avec quelques erreurs, puisque ici on a Alain Delon qui incarne dans Un amour de Swann le personnage de Charlus, et qui va dire à Albert Bloch
qui est l'autre personnage incarnant plutôt face à Charles Swann, qui est le juif très policé, bien admis dans la société, y compris dans les salons du boulevard Saint-Germain. Au contraire, le juif parvenu, mal élevé, avec tous les stéréotypes presque antisémites, et même souvent antisémites, du juif, voilà, vu de l'extérieur comme des personnalités qui sont difficilement acceptables dans les salons. Et c'est pourtant néanmoins l'ambition d'Albert Bloch. Donc ces deux personnages juifs incarnent aussi des facettes de la personnalité de Marcel Proust, qui lui-même voulait se faire admettre dans ces salons de l'aristocratie du boulevard Saint-Germain. Et à propos d'Albert Bloch, mais c'est Swann dans le roman qui va l'évoquer en disant au narrateur, c'est votre ami, et cet ami ressemble beaucoup au portrait de Mahomet II, de Mehmed II, par Bellini. Donc ce portrait, on a la chance d'avoir eu le prêt de ce portrait exceptionnel dans l'exposition. Donc l'exposition, en gros, va de Bellini à Picasso. Donc ici, on est dans la phase la plus ancienne, voilà, en rapport direct avec la recherche du temps perdu. Et ce sultan, Mehmed II, c'est pas n'importe qui non plus, c'est donc un sultan de l'Empire ottoman, et un sultan très éclairé, très cultivé, qui va favoriser l'art et qui va favoriser également la recherche scientifique. Donc il n'est pas question ici d'analogie physique qui serait malveillante, mais peut-être au contraire de la part de Swann, d'une analogie physique, mais faisant aussi un rapport avec une personnalité très éclairée du monde des arts, et comme on l'a vu, qui ressemble dans sa démarche de mécène aux modèles qui ont servi à la construction du personnage de Charles Swann. On est passé ici dans une autre section de l'exposition avec ces fleurs qui nous introduisent dans un monde particulier. Et cette section s'appelle Le secret de Monsieur Charlus. Donc ce secret, vous l'aurez deviné, c'est l'homosexualité. Donc Proust a fait un parallèle entre juifs et homosexuels en disant qu'il s'agissait dans les deux cas de situations qui se vivaient dans la clandestinité. Donc on revient au côté caché de la judéité, intime aussi pour Proust, puisqu'il en parle volontiers dans sa famille, mais il n'aime pas être reconnu ou être dévoilé, comme il le dit. Il n'aime pas que quelqu'un d'autre en parle publiquement. Et c'est aussi le sujet d'une lettre et d'un échange avec Robert de Montesquieu. Donc cet état, l'homosexualité de Charlus fait partie des choses qui vont être comme un peu la démarche d'écriture de Marcel Proust, révélée par les mots. Et révélée à travers cette démarche de création artistique qui est aussi celle du voyeur. C'est ce qu'on a évoqué avec l'observation du monde. Et l'homosexualité chez Proust se révèle par une scène de voyeurisme. Le narrateur surprenant Charlus avec Jupien en l'observant, en étant grimpé sur une échelle, en observant par un oculus. Donc la création littéraire, c'est aussi une façon de mettre une sorte de voile d'écran, et pour Marcel Proust, sur un sujet donc très délicat, qui est celui aussi qu'il désigne, il désigne les homosexuels par le terme d'inverti. Donc ce terme d'inverti, c'est un terme qu'on n'emploie plus du tout aujourd'hui, mais qui a un rapport aussi avec la désignation du genre. Et c'est la raison pour laquelle on figure dans l'exposition cette très belle photographie de gardénia de Mapplethorpe, puisque le gardénia est une fleur androgyne. Et vous remarquerez donc ici sur cette photographie de Marcel Proust, mais également dans son fameux portrait peint par Jacques-Émile Blanche, qu'il arbore toujours à la boutonnière un gardénia ou une fleur, voilà, mais qu'on peut penser malgré tout comme un signe de reconnaissance aussi des homosexuels entre eux.
cette fleur, moi je me pose la question quand même pour quelqu'un qui est asthmatique, d'avoir une fleur si proche, voilà, dont on peut respirer le parfum, c'est aussi une forme de revendication certainement identitaire assez forte. Et c'est en ces termes donc que Marcel Proust va parler de l'homosexualité et faire ce parallèle aussi avec, entre homosexuels et juifs. Cette photographie est aussi tout à fait particulière, elle est révélatrice de ces relations. Parce que Marcel Proust n'a jamais dit qu'il était juif, il n'a jamais dit qu'il n'était pas juif, il n'a jamais dit qu'il était homosexuel, il n'a jamais dit qu'il n'était pas homosexuel. Donc on se retrouve avec cette vérité. Et cette vérité, elle est flagrante, et elle l'a été aussi pour les parents de Proust. En 1896, donc Marcel Proust se fait photographier avec ses chers amis, donc Robert de Flers et également Lucien Daudet. À droite, le regard enamouré, la main sur l'épaule de Marcel Proust. Et là, tout d'un coup, les parents, je ne sais pas s'ils prennent conscience, mais en tout cas, ont vraiment sous les yeux la preuve évidente de l'homosexualité de leur fils. Et à la suite de la découverte de cette photographie, Marcel Proust a transposé cet épisode dans Jean Santeuil, il va parler d'une énorme colère qui s'ensuit, d'une énorme fâcherie. Donc tout le monde est fâché, Marcel Proust est très en colère, il retourne dans sa chambre, et il claque la porte, et là, du verre est brisé. Donc c'est une scène vraiment où lui va très très loin dans la description de cette colère, de ses pleurs et également l'importance symbolique de ce verre brisé. Il ressort plus ou moins calmé, mais quand même bizarrement accoutré, puisqu'il a eu froid, il a mis un manteau de sa mère, il ressort, il va voir ses parents. Et il annonce le verre brisé. On s'attend à ce qu'il y ait à nouveau une réprimande. Et là, Jeanne Proust, tout à fait magnanime, lui dit et ce n'est pas grave du tout, ce verre est le symbole de l'indestructible union. Donc ici, elle fait clairement allusion à une tradition dans le mariage, un mariage traditionnel juif où les mariés, après avoir bu dans un verre ensemble un verre de vin, le marié va détruire, va écraser ce verre, donc va briser ce verre, symbole en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Donc là, on est aussi dans cette idée d'alliance et aussi dans cette idée tout à fait invraisemblable et incestueuse aussi de mariage. Et voici le modèle, un des modèles de Charlus, qui est le Robert de Montesquieu, avec lequel Marcel Proust va entretenir des relations orageuses, ambiguës, tout en niant qu'il s'agit évidemment du modèle de Charlus. Ils vont beaucoup se fâcher, ils vont beaucoup se réconcilier. Donc Montesquieu est un modèle aussi de dandysme, d'homosexualité, de raffinement esthétique. Et également, vous verrez dans l'exposition un de ses dessins. Donc ça, c'est une œuvre très rare, puisqu'il était non seulement écrivain, mais aussi peintre et dessinateur. Et ces dessins sont inspirés par des œuvres littéraires et musicales. Et là, il s'agit des filles fleurs. Et je vous laisse, je vous laisse découvrir l'aspect de ces filles fleurs. Une autre aquarelle de Van Dongen, donc, qui fait partie du fameux lot redécouvert à l'occasion d'une vente à New York, d'une vente aux enchères à New York, représentant là, le côté de Gomorrhe avec Albertine au bain-douche. Donc Marcel Proust nous rend voyeurs et témoins toujours de l'ambiguïté de la sexualité d'Albertine. Donc on est toujours dans ce soupçon, rien n'est dit vraiment, rien n'est montré, mais cette aquarelle illustre directement ces chapitres sur le narrateur qui est aussi extrêmement jaloux et qui fait surveiller Albertine et qui découvre et qui se fait rapporter donc ses promenades et ses visites au bain de Balbec. L'avant-dernière section de l'exposition est importante d'un point de vue plus esthétique. Il s'agit donc d'une section consacrée au ballet russe,
Donc c'est à Paris en 1909, l'arrivée de la troupe de Diaghilev avec une nouvelle esthétique. Donc il s'agit de ballets pour lesquels le décorateur, le peintre décorateur Léon Bax, qui est juif, va créer des décors très colorés, inspirés par l'Orient, par la vieille Russie, par la Grèce ancienne, donc avec une forme d'hybridation aussi culturelle et qui va lancer de nouvelles modes même dans la mode tout simplement vestimentaire parisienne. Et on verra les élégantes et les grands couturiers parisiens de l'époque s'inspirer des ballets russes. Donc ça, c'est un petit sujet qui est développé dans l'exposition. Et dans cet épisode des ballets russes, Marcel Proust va retrouver donc un certain nombre de personnalités déjà connues. Lui-même est fan de ces ballets. Il commence à assister à toutes les représentations à partir de 1910 et jusqu'en 1917, donc le ballet Parade, on va y revenir. Et ces ballets sont soutenus par une grande mécène. On retrouve Missia Nathanson, première femme de Nathanson, donc de Thaddée Nathanson, divorcée et devenue Madame Edwards, donc femme d'un richissime homme, directeur de journaux, voilà, dont elle utilise la fortune pour mécéner ces fameux ballets russes. Donc Missia est une personnalité centrale de ces ballets russes. Ici, vous la voyez dans un très beau portrait de Pierre Bonnard, habillée aussi d'une manière tout à fait sophistiquée et reprenant un petit peu les codes des ballets russes avec ses aigrettes, ses coiffes. Donc on présente aussi dans l'exposition. Pardon, je suis revenue en arrière. Ici, c'est une salle de l'exposition avec à droite la danseuse vedette Ida Rubinstein, qui est voilà, une des danseuses admirées par Marcel Proust. Donc ici, on la voit dans le ballet Scheherazade, qui est la représentation, qui est vraiment la chorégraphie préférée de Marcel Proust. Et elle incarne également un personnage beaucoup plus scandaleux et sulfureux, puisqu'elle a été en 1912 Sébastien, donc un personnage masculin, Saint Sébastien. Donc c'est une danseuse juive qui incarne un saint chrétien et qui en plus l'incarne d'une manière inversée, puisqu'elle joue un rôle d'homme. Donc vous voyez cette grande liberté de création qui séduit complètement Marcel Proust, puisque c'est exactement cette liberté que lui-même se donne dans le travail de la recherche du temps perdu. Et précisément, c'est en 1909 que Marcel Proust commence à rédiger son grand roman. Avant, il s'agissait de notes, il s'agissait de prémices, il s'agissait de textes préliminaires, mais à ce moment-là, il dira à quel point il a basculé lui-même dans la modernité. Donc cette section de l'exposition, c'est pour revenir à l'influence et l'importance d'une certaine intelligentsia juive à travers les ballets russes, mais pas seulement, aussi à travers un certain nombre d'intellectuels français, d'un renouvellement esthétique qui fait basculer le monde du côté de ce qu'on appelle la modernité, qui va s'accentuer donc après la guerre de 14, mais qui est initiée donc par ces spectacles. Un plan plus rapproché, donc sur ce tableau de Jacques-Émile Blanche, déjà évoqué comme portraituriste de Marcel Proust, et qui fait venir dans son atelier la danseuse et qui recompose plus ou moins d'une manière imaginaire le décor. Et à ses côtés se tient l'esclave noir de Scheherazade, dont elle est amoureuse et qui est incarné par Nijinsky. Donc Nijinsky, d'autres vedettes, artiste vedette de ces ballets russes. Et Marcel Proust va parler en particulier des jambes extraordinaires de Nijinsky, de son fameux bond qui était réputé dans tout Paris. Vous voyez aussi l'ambiguïté du genre de Nijinsky dans ce portrait qui pourrait être une sorte d'Olympia inversée.
Marcel Proust assiste en 1917 à sa dernière représentation des ballets russes avec Parade, donc un ballet qui a été composé, voilà, écrit par Cocteau sur une musique de Satie avec voilà, des décors aussi de Picasso. Donc là, on a vraiment basculé dans une autre forme d'expression artistique. Et Marcel Proust donc rencontre Picasso. Ça, c'est des éléments qui sont peut-être assez peu connus. Et ils se retrouvent tous les deux voilà, dans l'admiration de cette forme de chorégraphie. Est-ce que Proust était sincère quand il dit que Picasso est beau? Bon, il écrit ça à Cocteau. Il l'écrit dans le désir de séduire Cocteau. Donc il l'écrit aussi dans ce désir, avec cette rivalité aussi entre les deux écrivains. On finit sur la réception critique de Marcel Proust dans les revues juives, dans les revues sionistes. Donc, après la mort de Marcel Proust en 1922, les revues sionistes vont parler très ouvertement de la judéité de Marcel Proust en revendiquant cet héritage et cette part tout à fait particulière et spéciale de sa création, en disant que c'est un artiste donc qui, par son statut, qui par son hérédité, qui par sa culture juive, a une position tout à fait particulière d'observateur de la société. Donc on n'est pas dans une revendication sioniste, il n'y a pas de malentendu. Mais les revues sionistes vont publier des textes de Marcel Proust et vont le revendiquer comme un génie universel. Donc c'est plutôt cette dimension d'universalité revendiquée donc par les premiers sionistes dans ces revues, à travers laquelle donc va apparaître Marcel Proust. Et on finit l'exposition aussi sur une lecture en hébreu de l'incipit de la recherche du temps perdu, donc les toutes premières pages, premiers chapitres de la recherche, dans cette idée de génie universel et dans l'idée que la recherche du temps perdu fait partie du patrimoine universel de l'humanité et qu'il est lu dans le monde entier, y compris en hébreu. Et c'est une très belle lecture de Michel Zlotowski qui nous permet au fond de reboucler cette boucle sur la judéité de Marcel Proust, mais une judéité qui ne se veut pas un repli communautaire, mais plutôt l'expression d'une addition, une fois de plus, comme sa manière d'écrire, d'une culture qui vient en quelque sorte compléter un autre pan de sa personnalité et de sa culture dont on ne parle pas ici, puisque le sujet, c'est la judéité. Voilà, donc c'est fini.